Bonjour à tous, je suis Corinne Jiquel. Ah, est-ce qu'il y a des interférences? J'ai l'impression de m'entendre en double. Est-ce que vous pouvez me confirmer ou pas? Sans ça, j'enlève le micro. On t'entend bien. Ok, très bien. Donc, bonjour à tous. Ravi, pour ceux qui me connaissent déjà, de participer à cette nouvelle thématique sur le thème entreprendre et bien choisir son statut. 6 conseils pour bien démarrer. Alors, comme je disais, c'est un sujet un peu mystique. On ne sait pas par où commencer. C'est une obligation de s'immatriculer, de choisir un statut, quelle que soit son activité, en franchise, pour être en profession libérale, en société. Et donc, pour démystifier tout ça, j'ai demandé et invité Steven Gravouille, ici présent, qui est de cabinet en Bretagne STG Consultant, qui se présentera. Mais avant, j'ai quelques règles à vous donner sur le déroulement de cette webconférence. Donc, comme vous avez pu voir à droite ou à gauche, vous avez la possibilité de poser des questions tout au long de cette webconférence avec le chat, de nous interrompre. On répondra à vos questions. On a lu déjà quelques questions qui avaient été abordées, qu'on traitera. Et puis, à la fin de cette webconférence, je vous enverrai, moi, le support. Vous pourrez aussi me confirmer que vous voulez bien les coordonnées de Steven. Hein. On est obligé de respecter la loi, la réglementation des données. Et puis, dans une semaine, je vais reformater un peu cette webconférence pour que vous puissiez avoir un replay. Voilà. Donc, vous avez d'un côté le support et de l'autre côté, le replay qui sera disponible sur mon site. Je vous enverrai un lien. En tout cas, merci d'être présent. Merci de nous faire part de vos projets. Et on va démarrer cette webconf. S'il y a des interférences, il faut couper vos micros, fermer toutes les applications du type Skype, etc. OK ? Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je suis Corinne Jiquel. J'agis dans le monde de l'entrepreneuriat féminin, mais messieurs, vous êtes les bienvenus, sur les dispositifs à la création d'entreprises en France, et je me suis spécialisée sur la franchise. Une solution que certains envisagent, d'autres ne connaissent pas, sur des métiers bien spécifiques, surtout dans les services. Et donc, j'anime tout au long de l'année des webconférences, des journées rencontres, dont la prochaine est à Lorient, là, le 3 octobre. Et je suis en contact direct avec vous, si vous le souhaitez, vous apporter du contenu divers et variés. Alors aujourd'hui, mon invité, donc, comme je le disais, est Steven Gravouille. Alors Steven, qui êtes-vous? Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour à tous. Moi, je suis conseiller en création, en reprise et en développement d'entreprise. Donc, mon métier consiste à aider en fait les futurs entrepreneurs ou les entrepreneurs installés, principalement sur 2 axes. Les créateurs et les repreneurs d'entreprises sur l'ensemble des réflexions et des démarches de l'idée jusqu'à l'immatriculation. Et puis, pour les entrepreneurs déjà installés, c'est de les accompagner sur leur développement, c'est de les suivre sur le développement commercial, la gestion, l'organisation, le soutien du dirigeant face aux aléas, on va dire, de la vie d'un entrepreneur. Parce qu'il y a beaucoup de questions qui arrivent une fois qu'on est lancé, des points qu'on n'avait pas anticipés, des surprises, comment se développer, etc., etc. Des surprises bonnes ou mauvaises d'ailleurs. Et des fois, ça nécessite réflexion, analyse, etc., etc. Donc, votre J'accompagne métier, quasiment tout type. Pardon? votre métier consiste vraiment à accompagner la personne, mais à quel moment on vient vous voir? Est-ce qu'il faut être très mature sur son projet ou non? Moi, je vais intervenir à partir du moment où les gens ont déjà une idée de ce qu'ils veulent faire. Donc, ça peut être relativement tôt, à partir du moment où la personne sait si elle veut s'installer comme menuisier, ouvrir un commerce, reprendre une pizzeria, s'inscrire dans un format de franchise pour une vente de chocolat, par exemple, ou quelque chose comme ça. À partir du moment où l'idée est déjà établie, moi, je vais pouvoir travailler après derrière avec les personnes sur vraiment bien définir leur offre, le positionnement, l'étude de marché, les statuts juridiques, le business plan, le financement, toutes les différentes étapes en fait qui attendent les futurs entrepreneurs. D'accord. Donc, ça veut dire que vous intervenez, que je veux aller vers une franchise, comme je le disais, en libéral, en société, être commerçant, m'investir en couple. Vous avez les clés pour aider la personne à mettre en œuvre son projet, du moins le faire vivre. Exactement, c'est exactement ça. On va voir toute la préparation, toutes ces petites questions embêtantes au démarrage qu'il faut pourtant creuser. Alors,
comment ça se déroule un entretien avec vous? La personne vient vous voir, elle présente son projet, puis après, il y a des étapes? Alors, sur un premier échange, on va surtout parler de quelle est l'idée de la personne, où est-ce qu'elle en est, quels sont ses besoins. Voir quelles pistes je peux déjà donner pour faire avancer le projet, voir si je peux intervenir ou pas. Hein. Sur certains sujets, je peux éventuellement ne pas être le meilleur interlocuteur. En tout cas, ça permet déjà de dégrossir. Ensuite, si on choisit de travailler ensemble, on va parler des idées, on va parler de leur offre, on va parler de l'étude de marché, les besoins financiers, etc., etc. Et toutes ces questions qui reviennent souvent, notamment celle du meilleur statut pour entreprendre. D'accord, donc ça veut dire que si, pour certains qui ne le savent pas, on est obligé de s'immatriculer, quel que soit son projet, pour démarrer une Exact. activité. Pas le choix. Exactement. Et non, sinon, ça s'appellerait du travail au black. Le fait de s'immatriculer, il y a différentes formes, mais c'est effectivement une étape à un moment. S'immatriculer, c'est tout simplement dire à l'État, voilà, j'exerce mon activité pour moi avec tel ou tel fonctionnement. Très bien. Bonjour aux personnes qui nous rejoignent. Je vois que la salle se remplit, mais c'est vrai que nous avons beaucoup d'inscrits à cette webconf. N'hésitez pas, pour ceux qui n'étaient pas là, à nous poser des questions en direct grâce au chat. Steven, regardez-vous de temps en temps parce que j'ai une vue qui n'est pas géniale, donc merci. Et puis, alors justement, on est sur ce sujet un peu compliqué qu'on n'ose pas aborder. Et puis, certains ont des idées reçues. Alors, ces idées, hop, j'ai un bug. J'ai été trop vite, mais c'est pas grave. Donc ces idées, on a des idées un peu toutes faites. Est-ce que vous pouvez un peu décoder tout ça par rapport aux préjugés qu'on peut avoir sur justement le statut juridique et social? Effectivement, parmi les idées qu'on entend assez souvent, il y a la première sur le fait que créer une entreprise coûte cher. Alors déjà, c'est à relativiser. Il y a des créations d'entreprises qui peuvent absolument ne rien coûter si les gens se débrouillent eux-mêmes. On a juste besoin d'avoir un scanner et une connexion Internet. C'est relativement fréquent aujourd'hui. Certains, effectivement, statuts juridiques d'entreprise vont apporter des coûts plus importants, mais en général, c'est parce qu'on a des besoins aussi de manière générale dans l'entreprise qui vont être plus conséquents. Donc ça devient, j'ai envie de dire, annexe. L'idée aussi d'entreprendre en famille, qui revient régulièrement, ça a des avantages, des inconvénients. Entreprendre avec des gens qu'on connaît, c'est pratique, c'est plus agréable, mais des fois on les connaît trop aussi, ou on a besoin, on va dire, de nouveautés, de regards extérieurs. Donc ça, c'est vraiment des points qui peuvent être à regarder. Le côté on paye trop de charges, notamment avec les nouvelles règles de réduction de cotisation là, pour les micro-entrepreneurs qui sont en train d'évoluer. Alors on paye trop de charges, oui, on en paye, mais finalement on paye surtout une protection sociale qui fait que si on a un accident à un moment ou à un autre dans la vie, on n'est pas laissé dans la rue abandonné. Alors attendez, je vous arrête, Steven. Il y a des personnes qui n'ont pas le son. Est-ce que vous pouvez vérifier avec votre micro parce que mon micro fonctionne. Eh ben, étant donné que vous m'entendez, c'est que mon micro fonctionne. Oui, Moi, mais il est activé de mon côté. comment vous vous appelez? Rebecca, je crois, c'est ça? Je vois très. Est-ce que vous entendez maintenant? Il y a Ok, bon, bah, Laureline écoutez, le Closier problème, il est toujours de également. votre côté, je crois. Excusez-moi. Ok, alors on continue. Alors, je vous ai interrompu. Donc, ces idées reçues. Non, pas de souci. Donc voilà, l'entreprise coûte cher, les charges, etc. Il y a un coût, en réalité, souvent bien inférieur au coût habituel d'un salarié. Donc finalement, créer son entreprise, ça reviendra à avoir un peu plus pour nous que si on était salarié dans une entreprise qui dépenserait le même budget. Ça aurait été visé, mais on va l'aborder un petit peu tout à l'heure. Il y a une question très importante qui revient souvent, c'est on trouve tout sur Internet. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a la Ah, chance d'avoir un niveau d'information qui est absolument immense grâce à la démocratisation d'Internet. Maintenant, il ne faut pas oublier que n'importe qui également peut venir mettre du contenu, des éléments sur Internet. Donc, il faut faire attention à bien qualifier tout ça. Et très souvent, sur Internet, on n'a pas des renseignements sur mesure, projet par projet, personne par personne. oui, Donc, il c'est-à-dire faut ce que je toujours voulais dire, penser c'est que à... je vois ça aussi moi en franchise sur la partie avocat. On se dit tiens, je vais aller chercher un document, je vais le remplir et puis c'est fait. Et vous avez raison, il y a des spécificités Voilà. en fonction de sa famille, en fonction de ses ressources. On va voir ça après. Donc Internet c'est chouette, mais ça donne pas tout quoi. Voilà. Exactement, exactement. Et enfin, l'une des dernières idées reçues dont je voulais parler, c'est le fait de s'associer, c'est prendre des risques. Alors,
quelques risques en plus sur le fait de s'entendre, de pas s'entendre, etc., etc. Mais finalement, si on a bien réfléchi avant et qu'on est bien partagé le travail, le fait de s'associer, ça permet aussi parfois de diluer les responsabilités, diluer un petit peu certains temps qui sont incompressibles pour un entrepreneur, et c'est finalement s'aider et être plus solide. D'accord. Est-ce que à ce stade-là, d'autres personnes auraient des préjugés, des idées comme ça préconçues? Faites-nous en part et on a la chance d'avoir Steven qui peut y répondre. Autrement, je continue. Pour les problèmes de son, excusez-moi, mais je pense que ça vient de votre ordinateur puisque tout le monde est bien connecté. Je suis désolée. Alors, on continue. Si j'appuie sur le bon bouton. Voilà, donc on a donc 6 questions à vous poser, 6 conseils. Je vous laisse la parole pour parler donc les questions à se poser et à voir pour créer son activité. Parce que je pense que si on va vers le commerce ou une profession libérale, c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes métiers, donc il faut vraiment réfléchir en amont. Effectivement, ouais. Choisir un statut, c'est souvent une grande priorité pour les gens dès qu'ils ont l'idée, mais en réalité, c'est quelque chose qui va arriver, entre guillemets, au bout d'un certain temps de réflexion. Tout d'abord, le fait de se poser la nature se poser, pardon, les questions sur la nature, sur l'ambition du projet. Selon les métiers qu'on veut exercer, selon dans quel environnement on va le faire, selon l'ambition qu'on veut atteindre de son projet, est-ce que je veux en vivre, est-ce que je veux dominer le monde? On a un peu les deux extrêmes. Évidemment, on va pas avoir les mêmes impacts, les mêmes besoins et donc les mêmes statuts qui vont régir le fonctionnement. Le fait de se lancer seul ou à plusieurs, c'est aussi la même chose. Si on se lance seul, on a accès à un petit peu plus de statuts que si on est à plusieurs, où on va devoir automatiquement constituer une société pour avoir, on va dire, une entité commune. Donc déjà, ça fait aussi du ménage dans les différentes possibilités. Enfin, certaines professions sont réglementées. Il y a quelques professions, pas énormément, mais plusieurs quand même, qu'on ne peut pas exercer sous n'importe quel statut. Si je prends l'exemple des bureaux de tabac, Allô? On a un deux problème de statuts, son. Ah. l'entreprise individuelle ou la société en nom collectif. Allô? Oui, 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 Allô? c'est bon pour moi. Ok. Il y a eu une coupure là, je pense, non? Donc vous Un disiez, petit peu, ouais. voilà, donc vous disiez que la première question à se poser, c'est de savoir quel type de métier on veut faire. Est-ce que c'est réglementé ou pas? Est-ce qu'on veut le faire seul ou Voilà. à plusieurs? Parce que des statuts, il y en a un certain nombre, mais il faut être déjà dans une catégorie. Et voilà. Est-ce qu'à ce niveau-là, vous avez des questions? Pour Alors, l'instant, pas trop. pas de questions. Ils sont Alors, timides. est-ce qu'il faut, dans la réflexion pour se poser les questions, on ne l'a pas écrit, mais on a échangé là-dessus, c'est est-ce qu'il faut anticiper son avenir? C'est-à-dire que je pourrais démarrer, par exemple, je dirais en profession libérale ou en seul, et puis à un moment donné, je vais basculer, je vais avoir des associés. Est-ce qu'il faut réfléchir dès le départ comme ça ou pas du tout? Est-ce que la notion d'ambition est importante? Alors oui, c'est important On peut puisque voilà, est-ce qu'on finalement, peut le rectifier? Excusez-moi, est-ce qu'on peut le rectifier au cours de sa vie professionnelle? Je commence avec un statut et je change. alors oui, on peut, effectivement. Après, ça peut être embêtant de le faire entre guillemets trop vite puisque finalement, on va réfléchir à un statut, on va tout mettre en œuvre au démarrage, au premier jour. Et puis finalement, 6 mois, 1 an après, on va changer pour quelque chose qu'on aurait pu anticiper. C'est se rajouter des coûts, des complications, des changements au niveau des différents papiers, des numéros officiels, etc., etc. Ce qui est bien, c'est de se poser les bonnes questions au démarrage. Après, évidemment, si dans le développement de l'entreprise, au bout de quelques années, il y a des évolutions qui nécessitent un changement de statut, c'est libre. Donc, heureusement, on va pouvoir évoluer quand il faudra. Mais des fois, il vaut mieux partir directement sur le bon choix. Alors oui, mais il y a beaucoup de personnes qui démarrent, vous savez, ce fameux statut, je ne sais même plus s'il existe encore, auto-entrepreneur, et qui à un moment donné vont arriver à un certain plafond et vont être obligés de changer de statut. Quels seraient vos conseils? Parce que je sais qu'il y a des gens qui nous ont indiqué que c'était un statut qu'ils souhaitaient. Quels seraient vos conseils à ce niveau-là? Alors, le statut, alors, on dit micro-entrepreneur maintenant, mais ne vous inquiétez pas, l'État est pas encore tout à fait lui non plus OK sur le changement de nom, hein, donc ça vient d'eux, mais ils n'ont pas encore compris, donc vous en faites pas. On dit micro-entrepreneur maintenant, on va pouvoir évidemment le faire évoluer derrière. Des fois, c'est très bien pour débuter, pour prendre le temps de tester avec des risques limités, tant que le statut est judicieux. Attention à ça, beaucoup de gens démarrent en micro parce que c'est sans risque, mais finalement, c'est quand même pas le meilleur statut pour démarrer.
L'idée, en tout cas, c'est qu'on va pouvoir tester en micro-entreprise son activité pendant quelques temps si le statut correspond. Et si on atteint un certain plafond de TVA ou de chiffre d'affaires en fonction du développement de son activité, on aura la possibilité de basculer. Encore une Alors, fois, il faut juste être sûr de ne pas avoir démarré sous un statut pour changer au bout de 6 ou 12 mois. C'est dommage. alors, on a une question justement, mais vous venez un peu d'y répondre. Si je lis bien, y a-t-il un statut plus approprié pour se lancer seul? Et si oui, lequel? Je sais qu'on va l'aborder après, mais juste pour répondre, c'est Elise, je crois, à moins que je lise Eh très ben, mal. rapidement, effectivement, oui, merci, merci Élise pour cette question. Euh, non, quand on est seul, en fait, on a accès à une grande variété de statuts et il n'y en a pas un qui va sortir du lot pour tout le monde. On va le voir tout à l'heure, ça va vraiment dépendre des caractéristiques de la personne, du projet, d'un certain nombre d'éléments pour avancer. Très bien. Alors, qui dit statut juridique dit aussi statut social, qui est une obligation. C'est un lien, en tout cas. Les deux se travaillent en même temps. Est-ce que c'est bien votre recommandation? Alors exactement, le statut juridique, ça va être, on va dire, le nom administratif qu'on aura. Le statut social, c'est les incidences que va avoir le statut juridique sur notre fonctionnement. Donc là, il faut se poser la question, déjà dans un premier temps, de sa situation professionnelle actuelle. Est-ce qu'on est salarié, on veut lancer une activité complémentaire? Est-ce qu'on veut quitter son emploi pour se lancer totalement dans une activité? Est-ce qu'on va passer par le côté Pôle emploi, par une certaine sécurité ou pas? Il faut également se demander au niveau de la situation familiale. Mariage, enfant, santé, c'est trois paramètres qui vont influer sur les choix de statut. Euh, selon la protection qu'on a besoin d'avoir, notamment pour des personnes qui auraient des antécédents familiaux ou des maladies déjà détectées qui pourraient être handicapantes, certains statuts vont être plus avantageux que d'autres. Je vais y revenir un petit peu plus tard. Alors, Encore un on a point. une question là, excusez-moi. Est-ce que Oui. vous y répondez après ou pas concernant l'ACRE? Peut-être Pour après? la pour la partie, alors je vais finir sur la partie statut Oui. personnel. Et effectivement, je pourrais faire une petite aparté pour l'ACRE qui va concerner tout le monde et notamment la particularité micro tout à l'heure. Pas de problème. Un petit peu de patience, Didier. Euh, un autre aspect également important à voir pour le statut personnel, pour le côté social, c'est les ressources à ce jour et à venir. On va parler des ressources qu'on a en tant que personne et éventuellement des ressources du foyer pour les personnes qui seraient liées à quelqu'un marié, pacsé ou en tout cas un concubinage avéré. Alors, j'ai une Forcément, question. selon la pression qu'on a, Moi, j'ai une oui. question à vous poser. C'est est-ce qu'on peut changer de statut matrimonial pour se mettre à l'abri sa famille avant de créer une activité? Oui, on peut. On peut. Ça va concerner principalement les gens qui sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. Donc, on va dire le mariage sans contrat, tel qu'on peut l'appeler aussi parfois aujourd'hui. Si on veut isoler, on va dire un petit peu plus la famille, le foyer personnel des risques éventuellement de l'activité professionnelle, il est bien de pouvoir se marier en séparation de biens, faire un contrat de mariage. Ça va permettre de dire que si l'entreprise à un moment a des soucis, ça ne concerne pas le conjoint ou les enfants. Dans le cas d'un mariage sous la communauté, on se marie pour le meilleur et pour le pire. Donc si vous vous lancez et que vous avez des difficultés, ça veut dire que votre conjoint, conjointe, vous aidera à supporter les difficultés. Financièrement, des fois, c'est embêtant. Des fois, on lui demande juste un soutien moral et peut-être pas plus. Après, le souci, c'est de devoir changer le contrat de mariage une fois qu'on est marié. C'est toujours un petit peu embêtant. Il faut retourner voir un notaire et ça peut coûter un petit peu. Malheureusement, des fois, il vaut mieux prévoir ce budget au démarrage et être tranquille plus tard. Donc, par rapport à une situation familiale où on est marié, on a des patrimoines, votre conseil est plutôt de séparer les deux, de trouver en tout cas un modèle juridique, social et juridique qui permette de séparer. Voilà, c'est pour ça que le côté statut social, et je vais répondre à la question de Léon par rapport au côté Pax. Pax ou mariage, on a la notion de communauté et la notion de séparation dans les deux cas qui vont fonctionner à peu près de la même manière. Donc effectivement, on a besoin pour réfléchir au statut juridique, social qu'on va avoir, de prendre le temps d'avoir une vision globale de l'ensemble en fonction des différentes conditions, de manière à trouver ce qui est le mieux. Alors, moi, je vais revenir en arrière. Je vous écoute, parce que je ne suis pas non plus une experte. Je suis moi-même entrepreneur. On a parlé de ma situation professionnelle. Oui, Imaginons que je suis salarié et que oui. j'ai envie de créer une activité à côté. Est-ce que j'ai le droit? Quel est le statut que je dois prendre? Est-ce que c'est dans mon droit ou pas? Alors, le droit, dans le principe, oui. Maintenant, certains employeurs ne sont pas forcément d'accord.
Pourquoi? Parce que dans le raisonnement, si vous avez une activité indépendante, vous allez donc vous fatiguer pour cette activité indépendante et vous serez donc, entre guillemets, moins disposé à travailler pour votre employeur. Donc, le droit du travail limite un petit peu ce côté-là. Dans tous les cas, il faut au moins avoir l'accord de son employeur quand on est en contrat à temps plein, salarié à temps plein, pour pouvoir avoir une activité à côté. C'est pas forcément une clause qui est stipulée dans les contrats de travail, c'est une clause qui est inhérente, ce qu'on appelle la clause de loyauté. Donc, dans le principe, on a le droit, mais attention, certains employeurs sont plus ou moins aidants là-dessus. D'autant plus si on veut lancer une activité qui serait un petit peu trop proche de son activité salariée, notre employeur pourrait se dire, mais est-ce qu'il va pas essayer de prendre des clients pour lui que moi j'aurais démarché pour ma société pour laquelle je le paye? Donc il y a toujours un petit côté un petit peu litigieux, il vaut mieux prendre le temps de faire les choses bien, d'en discuter avec son employeur et de mettre les choses, on va dire, au propre. Le statut juridique, encore une fois, il n'y en a pas un qui va se détacher vraiment par rapport à ce côté-là, ça va dépendre des besoins et puis de l'ambition qu'on a, comme on disait tout à l'heure. Si l'ambition, c'est de commencer petit, mais rapidement d'évoluer, de quitter son emploi salarié et d'être indépendant à 100%, autant peut-être prévoir le statut qui sera bon dans un an. Alors moi j'ai une autre question, on a parlé des ressources et de faire des prévisions, ça veut dire qu'on se projette avec un business plan, mais c'est fictif un business plan au départ. Ce sont que des hypothèses. Alors, comment se dire, tiens, je vais mettre en société parce que, alors je dis peut-être n'importe quoi, je vais mettre en société parce que mon chiffre d'affaires va faire X euros. Voilà, j'ai pas le choix. En franchise, comment ça se passe? Alors, comment on peut se projeter? Alors, en franchise, je pense que c'est plus facile parce qu'il y a des antécédents. Il y a une société qui existe et qui a déjà mis en place une mécanique et qui a des preuves de. Exactement. La partie business plan, effectivement, ça va être de la projection, des prévisions. Donc, il y a bien sûr une part d'aléatoire. Le but du jeu, justement, quand on travaille ça, ça va être d'y réfléchir le mieux possible, d'être le plus solide possible sur ces hypothèses, d'avoir bien confronté au marché, d'avoir fait le tour autant que possible. On va pouvoir mettre des projections dessus qui seront finalement quand même basées sur de la matière réellement et non pas uniquement sur des espérances, des rêves. On va essayer d'être le plus concret possible. Après, dans la réalité, il va pouvoir y avoir des différences. Et malheureusement, des fois, on se dit finalement, si j'avais su. Mais ça, c'est aussi les aléas. C'est aussi le fait de se dire à un moment, je dois aller faire au mieux par rapport à ce que j'avais imaginé pour, on va dire, que toutes les prévisions, toutes les hypothèses de départ soient les plus justes possibles. C'est vrai que l'avantage de la franchise, c'est qu'en général, il y a déjà des modèles. C'est la base d'une franchise. Il y a déjà des modèles de fonctionnement. Il y a déjà certains exemples et certains choix qui sont, on va dire, préétablis, qui permettent de limiter grandement le risque de ce côté-là. Très bien. Alors, on a des questions. Alors, sur l'aspect financier, c'est juste après. Est-ce que, Steven, vous pouvez les lire avec moi? Donc, tout ce qui est art et art, ce sera après, juste après. Mais par rapport à ce qu'on vient de dire, est-ce qu'on peut juste mettre l'activité entreprise dans un contrat de mariage pour ne pas inclure le conjoint? Voilà. Vous l'avez lu? Je vous laisse répondre. Je l'ai lu effectivement. À partir du moment où on va avoir une notion de contrat de mariage, c'est qu'on va séparer certaines activités, certaines ressources, certains biens. Donc c'est tout l'intérêt effectivement de prévoir, d'établir un contrat et d'isoler, on va dire, le côté j'ai mon entreprise, ça m'appartient, c'est mon problème, ça ne regarde pas mon conjoint. L'avantage, c'est que si l'entreprise bat de l'aile, à un moment, le conjoint n'est pas concerné directement. Donc j'espère, Élise, que votre conjoint vous soutiendra s'il y a une difficulté, mais en tout cas, au moins, il n'est pas lié financièrement. L'autre avantage, c'est que malheureusement, si jamais il y a eu un souci à titre personnel, s'il y a une difficulté et que ça doit mener à un divorce, ça permet aussi de protéger l'entreprise. S'il n'y a pas de contrat de mariage, l'entreprise, du coup, appartient dans l'idée aux deux époux, même si on n'a qu'un seul qui l'a mis en place et qui travaille. Donc l'intérêt du mariage en séparation de biens, donc de faire un contrat, ça permet de protéger dans les deux sens. Très bien. Alors, qui dit… alors, attendez, hop, il y a peut-être une autre question. Même si on est marié depuis longtemps, alors, en fait, ce qu'il faut, c'est actualiser. Si le contrat initial n'avait pas prévu ça, il faut l'actualiser. S'il n'y avait pas de contrat initialement, il faut en faire un. Sinon, on va le voir tout à l'heure, et on a un statut juridique qui permet, on va dire, d'avoir son entreprise, sa société, qui ne concerne dans tous les cas pas le conjoint, quel que soit son statut, son mariage, son taxe, communauté, séparation ou autre. Je vais laisser la surprise pour après. Alors, en fonction de sa situation personnelle, on peut prétendre à des aides financières. Exactement. Pour développer son activité. C'est ce qu'on va voir après. Et du coup, on va démarrer, si vous voulez bien, en répondant aux questions qui nous ont été posées sur les aides, les allocations.
Question pas évidente, effectivement, par rapport au montant des allocations de retour à l'emploi, là, qui se vont amputer de 30%. Là, je vais botter en touche puisqu'aujourd'hui, on a effectivement une volonté politique, là, depuis les communications en juin, de mémoire, mi-juin, par rapport aux réductions des droits Pôle emploi pour les hauts revenus. L'idée, en fait, c'est que, à mon sens, hein, mais attention, j'attends des textes clairs et nets, à mon sens, le montant des cotisations qui vont pouvoir être versées par Pôle emploi, en fonction de ce qu'on a cotisé pendant plusieurs années, etc., seront celles qui seront également utilisables dans le côté création d'entreprise. Finalement, la création d'entreprise va nous permettre d'accéder à des aides préétablies par Pôle emploi. Ça ne viendra pas, on va dire, suppléer ou aller en plus de Pôle emploi pour revenir sur les anciens fonctionnements qu'on avait jusqu'à premier semestre 2019. À mon avis, ceux qui touchaient déjà des ARE avant le 1er novembre 2019 vont être touchés à un moment sur ce côté dégressif. Par contre, j'imagine pas le gouvernement faire un côté, on va dire, on-off immédiatement. Donc, ceux qui vont arriver le 1er novembre 2019 vont être imputés. Je pense que l'évolution arriverait peut-être courant 2020 ou au pire 2021 pour ceux qui ont déjà des allocations. Étant donné que ces allocations correspondent à un droit acquis au jour de cotisation, logiquement, ils vont pas modifier ce droit immédiatement pour ceux qui les auraient déclenchés, par exemple là en octobre. Ils bénéficient, on va dire, du fonctionnement plein régime. Ceux qui les débloqueraient au 1er novembre feront partie de ceux qui auront basculé. Maintenant, ça aujourd'hui, j'ai envie de dire, il faut attendre que nos ministres nous sortent un texte clair et net. Et le 1er novembre, c'est quand même dans longtemps, donc ils sont pas pressés. Nous, c'est autre chose. Steven, est-ce que vous pouvez, je pense, le son est un peu fort. Est-ce que vous pouvez baisser un peu? Ça fait résonance, votre son, légèrement. Légèrement. Hein. Hop là. Okay. J'essaye, voilà. Alors, moi j'ai une question, c'est que, est-ce que, voilà, demain je suis donc demandeur d'emploi ou je suis demandeur d'emploi, on sait qu'on peut transformer donc le capital, ces indemnités en capital, en deux parties. Au début, ce qu'on appelle l'acre, je crois, au début et à la fin. Est-ce que si je suis donc demandeur d'emploi, si je veux créer, je veux être en auto-entrepreneur, si je veux être franchisé ou créer en indépendant, est-ce que j'ai la possibilité d'utiliser ces moyens pour avoir déjà un peu d'argent pour développer, pour ouvrir ma société? Alors, cette partie de droit Pôle emploi, effectivement, aujourd'hui, lorsqu'on on quitte un emploi, on est éligible aux indemnités chômage. On a deux choix. Soit on maintient ses allocations de chômage au moment de sa création d'entreprise, et donc on a un versement tous les mois, comme si on était demandeur d'emploi, sauf qu'on passe ce qui s'appelle en catégorie 5 chez Pôle emploi. Donc en gros, vous créez votre entreprise, on vous laisse tranquille, on vous assure juste, on va dire, une sécurité financière. Le gros avantage de ça, moi, c'est ce que je recommande à 90% de mes clients, c'est que ça permet de ne pas avoir besoin de se poser la question au quotidien, est-ce que je vais pouvoir manger à la fin du mois? Puisqu'on a ces allocations qui tombent à titre personnel, ça assure une certaine sécurité. Et ça permet de se dire, je laisse l'argent gagné sur l'entreprise aujourd'hui, je le laisse sur l'entreprise. Ça me permet de développer, ça me permet d'acheter du meilleur matériel, ça me permet de mettre en place des opérations de communication pour mieux me développer demain. Et du coup, d'aller plus loin. L'autre choix au niveau des aides Pôle emploi, soit ce maintien de droit, soit la prise de capital ARCE, A-R-C-E, comme ça s'appelle. Mais attention, parce que là, Pôle emploi ne verse que la moitié des droits restants. Donc, si vous avez déjà, par exemple, consommé 1 an de droit Pôle emploi sur les 2 ans que vous aviez, ils vont vous verser la moitié de l'année qui reste, donc 6 mois de droit. Et ça, ils vont vous le verser en 2 fois, au moment du lancement et sous 6 mois. Vous allez donc avoir, pour un lancement au 1er janvier, 3 mois de verser d'un seul coup au 1er janvier et 3 mois de verser au 1er juillet. Attention, sur demande. N'oubliez pas de le demander. Du coup, on perd une partie des droits. On se retrouve avec un capital qu'il faut gérer à titre individuel, entre guillemets, ne pas le consommer trop vite. Ou alors, on l'investit dans l'entreprise, mais du coup, à titre personnel, on n'a plus rien. Donc, c'est un choix que je recommande assez rarement, finalement, sauf si on est vraiment sûr du potentiel rapide de l'entreprise à nous faire vivre. Alors, au-delà du Pôle emploi, on a donc d'autres possibilités. On ne va pas tous les énumérer ici, mais vous avez les prêts d'honneur avec le réseau Entreprendre. Je pense je crois qu'à la Chambre de commerce, il y a quelque chose. Il y a aussi des aides financières ou des garanties pour les femmes avec France Active. Et puis, il y a les banques. Souvent, on dit que les banques ne prêtent pas ou prêtent qu'aux riches. Alors, ce qui n'est pas vrai. C'est vrai que ça fera l'objet d'une autre webconférence, même si j'en ai déjà fait une sur le sujet, comment convaincre son banquier. Mais les banques, par exemple, si je prends la franchise,
sont très rassurés par le modèle de franchise. Alors forcément, la franchise, étant donné qu'il y a déjà eu des modèles testés, qu'il y a une structure qui encadre et qui vient appuyer, ça donne une grosse valeur ajoutée à un dossier. Créer une activité totalement de zéro. Ou alors se dire, je pars avec une franchise, une enseigne déjà connue, des clients qui attendent éventuellement, un modèle éprouvé, c'est forcément des gages de sécurité pour un financeur. Et puis, il ne faut pas oublier qu'en franchise, le franchiseur est déjà associé à une banque qui peut être la Banque Populaire ou la BNP ou autre. Et donc, c'est plus facile à un futur candidat à la franchise de demander un prêt. Alors, évidemment, tout dépend de ses ressources, hein, évidemment, et sa situation. Voilà. La Love Money, est-ce qu'il y a donc si j'ai bien compris, la Love Money, c'est un prêt d'argent par quelqu'un qu'on connaît, sa famille. Est-ce qu'il faut il y a des papiers à signer, il y a quelque chose à prévoir par rapport au montage de sa société? Ça va vraiment dépendre des personnes entre elles, en fait. L'idée, c'est qu'effectivement, tout ce qui est Love Money, on va dire, ça va être l'argent fourni par les proches pour nous aider à démarrer dans le cas présent. Il n'y a pas vraiment d'obligation, ça peut très bien être un don personnel entre frères et sœurs, c'est relativement libre. Attention, à partir d'un certain montant, l'État peut y voir, notamment dans des cas de dons de parents vers les enfants, une notion d'héritage. Donc éventuellement, il peut y avoir une notion de taxe qui vient se mêler à un moment ou à un autre. Le mieux étant de pouvoir échanger avec des notaires dans ces cas-là pour voir comment ça peut se passer. Est-ce que c'est de l'héritage par avance? Est-ce que c'est juste un prêt en privé que vous rembourserez plus tard à vos amis, à vos parents, à votre famille? Voilà, c'est assez libre. En tout cas, ce qu'il faut bien voir, c'est que quand il est question de prêts entre proches, famille ou pas famille, il faut faire attention au fait qu'aujourd'hui, en France, l'argent est quand même assez tabou, que les personnes qui prêtent auront peut-être une difficulté à un moment et auront peut-être besoin de récupérer cet argent. Donc, il faut toujours se dire, voilà, dans quel cadre on fonctionne, est-ce qu'on peut mettre les choses claires, de manière à ce que cette crispation autour de l'argent ne vienne pas gréver des relations, les repas de Noël ou les soirées entre amis, parce qu'à un moment, il y a une tension sur ce côté financier. Alors, on a, je vous laisse On a répondre aux plusieurs questions. questions, ouais. Voilà. Alors, je vous Je laisse faire. remonte un petit peu. L'idée de comment garder ce que l'on gagne, je vais y revenir tout à l'heure quand je présenterai les différents statuts. La déclaration de chiffre d'affaires obligatoire à Pôle emploi, ça concerne finalement que les micro-entrepreneurs. 2 périodes de location de droit. Non. En fait, au niveau de la question de Roselyne, pour les 2 périodes de droit à location, en fait, Pôle emploi va raisonner comme étant une seule période, un total. Et donc, on agira sur ce total directement. On va pas pouvoir avoir de choix. La question de Didier, du coup, pour le maintien de la RE, effectivement, ça peut être imputé des montants versés par la RE, mais il existe également des statuts qui évitent ceci. Et donc la réponse d'Aurélie Corvézier, ben voilà, ça va avec, effectivement, on va pouvoir regarder ça derrière. On va voir ça sur la slide qui présente un peu plus en détail les différents statuts. Et là, je vais vous expliquer comment faire pour optimiser, on va dire, les ressources gagnées par l'entreprise, par la société spécifiquement, de manière à pouvoir vraiment aller plus loin dans le développement de votre activité. Alors, pour le 4e conseil, donc on va avancer. On a vu qu'il fallait réfléchir à son projet, il fallait réfléchir par rapport à sa famille, à son patrimoine. Là, on parle des aides financières. Et puis, à un moment donné, c'est qui fait quoi? C'est-à-dire, il faut bien définir les rôles de chaque associé, s'il y a des associés. Par exemple, spontanément, j'ai envie de vous dire, parce que j'ai vu les questions, je suis en couple, je vais demander à ma femme de m'aider pour faire l'administration, c'est souvent le cas, pour des commerçants. Que faut-il faire? Est-ce qu'il faut bien définir le rôle de chacun? Alors, je vais juste répondre à une dernière question qui était liée au côté financier et qui fait un petit peu lien avec ce côté familial. On a une question, comment peut-on formaliser une mise à disposition de trésorerie entre un beau-père et son gendre? Soit c'est, on va dire, un genre de contrat de prêt d'argent entre les deux personnes, donc qui peut être reconnu ou pas chez le notaire, ou alors ça peut être tout simplement entre vous à titre personnel. Aujourd'hui, s'il est question d'un prêt d'argent, l'État s'en fiche à peu près, sauf si on atteint des mesures évidemment dignes des Émirats arabes unis. On est d'accord, tant qu'on va rester sur des petits projets, on va dire, des petites sommes, il peut très bien avoir une notion d'entraide, de prêt familial qui reste vraiment particulier.
J'ai eu vent il n'y a pas longtemps éventuellement d'un organisme social qui avait été un petit peu embêtant par rapport à du prêt d'argent dans la famille. En tout cas, sur le côté entrepreneurial, il n'y a pas de raison d'avoir de crainte de ce côté-là. Si un beau-père aide son gendre à un moment ou à un autre, si c'est juste un prêt, il vient prêter 2 000 € à un moment et puis il les récupérera un an plus tard. Ça vous regarde, vous et votre beau-père, vous mettez les formalités que vous voulez devant notaire ou pas. L'État, de ce côté-là, va pas intervenir pour des montants comme ça. Voilà, c'est comme le fait d'avancer un ticket de bus à un copain quand on est étudiant. Ça va pas plus loin, quoi. On a d'autres Pour questions qui rass- arrivent. Ouais, alors j'ai du coup une Même super. précision, du coup, pas sous forme de prêt, mais pour rassurer les banques. Alors, si c'est, on va dire, un don du beau-père au gendre pour venir augmenter l'apport personnel pour rassurer les banques, tant que le montant est limité, ça posera aucun souci. Si le montant est vraiment très important, c'est bien d'avoir, on va dire, une sécurité, un cadre, un contrat entre dans la famille pour assurer tout ça et surtout pour montrer à la banque que voilà, c'est sûr, c'est officiel, c'est clair et net. Alors, On arrivait du coup enchaînons. sur le rôle de chaque associé, effectivement, notamment le fait de travailler en couple. Alors effectivement, que ce soit en couple ou entre amis ou avec des personnes totalement tierces, le fait de travailler à plusieurs, de s'associer, ça va engendrer des conséquences qui sont pas anodines. On dit souvent dans le milieu, chez les vieux experts comptables ou autres, s'associer, c'est pire que se marier. Vous allez passer toute la journée avec votre associé, vous allez du coup mettre votre vie entre guillemets en jeu dans votre projet entrepreneurial, en tout cas votre vie professionnelle en jeu. Si à un moment l'associé ne fait rien, travaille mal ou n'est plus dans le même sens que vous, ça risque d'avoir des zones de friction. Donc c'est important, c'est de bien définir la vision qu'on a de l'entreprise à plusieurs dès le démarrage pour être sûr qu'on soit bien d'accord. Qu'est-ce qu'on fait si on va dans cette direction-là? Ça t'intéresse pas? Non, moi je veux plus aller là parce que c'est pas le type de clientèle qui me convient, c'est pas les valeurs que j'ai, etc. On pose tout ça dès le départ. Vaut mieux perdre du temps, perdre 1 mois, 2 mois au début de discussion avec les associés pour bien savoir qui veut aller, dans quel sens, où et comment ça se passerait dans le meilleur ou dans le pire des cas, plutôt que de le découvrir une fois lancé. Est-ce que Pour ça le veut dire côté on doit définir le rôle de chacun bien précisément? Est-ce que tout le monde a le même pouvoir? Alors, pour le rôle de chacun, effectivement, ce qui est pratique, c'est quand on va s'associer avec quelqu'un qui est complémentaire. S'associer avec quelqu'un qui fait exactement la même chose que nous, ça peut être intéressant, mais ça apporte peu. S'associer avec quelqu'un qui est complémentaire, vous citiez l'exemple des femmes d'artisans qui font la partie administrative parce que leur conjoint est beaucoup plus sur le terrain. C'est effectivement une caricature qu'on voit encore aujourd'hui beaucoup, finalement, qui était très présente dans les années 80-90, mais aujourd'hui qui est toujours assez présente. Là, on va dire chacun a son rôle. À un moment, l'artisan, il va faire un maîtrise sur un chantier, il donne tout ça à son épouse, qui va faire le devis en bonne et due forme, qui va suivre la partie administrative. J'ai envie de dire chacun sa partie, tout le monde est content et il y a peu de zones de friction. Donc ça, c'est génial. S'associer avec quelqu'un d'autre sur le terrain, sur le même chantier, personne ne va faire l'administratif, ou personne en tout cas ne va aimer le faire, mais tout le monde voudra aller sur le chantier et fera peut-être à sa manière. C'est là où on peut avoir des zones de friction. Au niveau des pouvoirs, ben voilà, en définissant le rôle, on va aussi pouvoir définir une notion de pouvoir. À un moment, dans une association, c'est bien s'il y a des prises de décision qui sont claires et nettes. Donc, soit il y en a un qui est, comment dire, au-dessus du lot, donc qui détient plus de 51% de la société, donc qui a le pouvoir de décision final, auquel cas il va pouvoir trancher, imposer des choix, des moments où c'est difficile de s'entendre, ou alors, chacun va avoir ses domaines de prédilection. Moi, quand j'ai des commerciaux qui s'associent avec des techniciens, on va faire un partage clair et net. Stratégie commerciale, c'est le commercial qui va la décider. Investissement en termes de machines, d'outils, choix de chantier, on va laisser ça au technicien qui sera dessus. Il connaît ses chantiers, il sait comment ça se passe, il vaut mieux qu'il ait la main, puisque sinon il risque de subir des chantiers sur lesquels il n'est pas forcément bon ou pas à l'aise pour les réaliser. La Alors, notion de pouvoir, c'est à partager. si on est sur une franchise, excusez-moi, c'est mon domaine de prédilection, euh, et qu'on gère du personnel, par exemple dans un restaurant ou du moins une franchise où il y a du personnel, on est bien d'accord que le rôle des deux associés, si c'est un couple, doit être bien identifié par rapport au management des personnes. Mais Exactement. est-ce que le franchiseur, à votre avis, il rentre en ligne de compte et il peut être aussi un conseil ou on fait notre cuisine dans notre coin? Alors, l'importance de séparer les rôles là-dessus, c'est tout simplement que sinon les salariés ils vont faire un petit peu comme les enfants quand on est petit. Papa a dit non, donc je vais demander à maman, et vice versa. Donc c'est bien effectivement dans un cas de management d'avoir
une ligne directrice qui est claire et nette entre tous les associés, voire éventuellement un associé qui est un peu plus responsable, on va dire, et qui va pouvoir suivre les décisions. L'avantage du côté franchisé, c'est d'avoir un apport de conseils, de compétences, un soutien là-dessus. Finalement, quand on va se lancer en franchise, le but d'une franchise, c'est de nous aider à nous lancer. Si la franchise vous apporte pas forcément de conseils, soit pour la mise en place, soit au moment du lancement de l'entreprise, finalement, le franchiseur, il vous a surtout vendu un nom, mais il vous a pas accompagné, c'est dommage. Il manque vraiment quelque chose. Alors, Le je franchiseur est pense, là pour vous accompagner, pour vous aider à lancer votre entreprise, et c'est ce qu'ils font la plupart du temps, à oui, 99%. voilà. Mais bon, je me posais la question sur l'organisation. Est-ce que c'est vraiment un petit personné et c'est entre les franchisés? Mais c'est vrai que d'un autre côté, dans un réseau de franchise, il y a d'autres franchisés qui sont peut-être aussi en couple, qui sont peut-être en associé. En tout cas, en franchise, on peut bien investir à plusieurs sur un même point de vente, on est d'accord? Bien sûr, On tout n'est à pas fait. obligé d'être seul. Un franchisé ne veut pas dire être seul obligatoirement. Ah non, 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 effectivement. Alors, peut-être que certaines franchises vont imposer, mais ce serait surprenant. En tout cas, la plupart du temps, on a la liberté de partir seul ou à plusieurs. L'intérêt d'une franchise, c'est d'être, on va dire, une aide en plus, et non pas de venir remplacer vraiment ce qu'on va faire au quotidien. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet ou je continue? Et le slide suivant est très important puisqu'on va être sur le choix des statuts. Un joli tableau que va nous expliquer Steven et qui va répondre aux questions de certains sur justement la micro-entreprise. Eh ben allons-y. Alors le côté micro-entreprise, on ne l'avait pas trop indiqué finalement. Quand on est seul, on a donc accès à différents statuts. Là, il suffit de suivre les flèches. Quand on est à plusieurs, on a d'autres choix. Ce qu'il faut savoir déjà dans le premier temps, c'est que c'est un peu la première question à se poser. Si on démarre seul ou si on démarre avec des associés, il y a des choix qui vont s'imposer directement. Pour traduire un petit peu ce tableau, les statuts EURL et SASU, qui sont donc en dessous de l'ovale marqué seul, vont être les mêmes bases juridiques que SARL ou SAS. Ce sont ce qu'on appelle des sociétés. Donc on a l'entreprise individuelle tout à gauche, avec une petite variante, le IRL, la responsabilité limitée, mais qui est encore un peu hybride et peu aimé des financeurs. On a également la branche auto-entreprise, micro-entrepreneur, qui est une forme d'entreprise individuelle un peu particulière. Et ensuite, les 4 cases qui suivent, ce sont des sociétés. Une fois que vous savez si vous allez être seul associé ou plusieurs associés dans votre projet, on va chercher la partie juridique. Donc du coup, ce sont les cases carrées. Entreprise individuelle, ça veut dire que la personne mélange son patrimoine personnel et son activité professionnelle. C'est une personne physique qui travaille pour elle. C'est comme ça qu'on va le définir. Donc là, attention aux activités risquées, puisque si l'entrepreneur individuel va casser quelque chose, par exemple chez un client, il sera responsable sur l'intégralité de ses biens. Alors, on a une protection minimum en France quand même sur la notion de résidence principale, etc., etc. On va pas devoir vendre sa maison pour rembourser un vase cassé chez un client. Il y a une limite. Mais si vous avez une collection de timbres, de voitures ou un petit peu d'argent de côté sur un compte épargne, malheureusement, il faudra les mobiliser pour indemniser en cas de bêtise. Alors, L'autre est-ce qu'il problème, y a... continuez, pardon. J'avais une l'autre question. problème sur le côté entreprise individuelle, c'est que là, je parle d'une difficulté, mais en cas de gros succès, l'ensemble des revenus, en fait, du bénéfice d'entreprise individuelle constitue le revenu de la personne physique. Donc, du coup, sur le côté impôt, ça peut éventuellement faire mal. Ceux qui ont des grosses ambitions au niveau de leur entreprise, l'entreprise individuelle est rarement un avantage. Pour la partie micro-entreprise dont certains parlaient tout à l'heure dans les questions, c'est une forme un petit peu particulière puisque finalement tout ce qui est calcul de fiscalité et de cotisation sociale va être fait en proportion du chiffre d'affaires et c'est pour ça que Pôle emploi vous embête un petit peu. Dans le cadre des entreprises individuelles, micro-entreprises ou régime réel de l'entreprise individuelle, effectivement, comme le bénéfice de l'activité constitue votre rémunération, Pôle emploi va venir être un petit peu chatouillé là-dessus et va vouloir déduire vos revenus de ce qu'il verse. L'intérêt des sociétés, donc EURL, SASU ou alors SRL, SAS pour les formes générales, quand on est à plusieurs, c'est que ce sont des entités distinctes de la personne physique. Pour ma part, je suis en société, ma société a son activité, vend ses prestations, exécute ses prestations, moi je n'en suis, on va dire, que le pilote. Si demain ma société veut ne pas me rémunérer, alors évidemment c'est moi qui décide, c'est un petit peu schizophrène, mais si ma société veut ne pas me rémunérer, je gagne donc 0 à la fin du mois, je peux donc aller dire à Pôle emploi, bonjour, ce mois-ci, j'ai gagné 0. Et Pôle emploi verse l'intégralité des rémunérations prévues. Si je veux dire que ma société ne m'a versé que 500 euros, Pôle emploi viendra déduire
une partie de ces 500 euros dans les droits qu'il devra verser tous les mois. Alors, je ne sais pas La si c'est subtilité. je sais pas si c'est aussi ce que vous venez de dire, ça peut être en lien avec la question qui est posée par Ariel, qui va être photographe et qui veut tester Oui. son offre gratuitement. Est-ce qu'on n'en a pas évoqué là? Vous savez, il y a le statut aussi, on se rattache à une structure qui existe déjà, qu'on appelle le portage halal, où on peut exercer et du coup, on signe un contrat avec société de portage. Du coup, le client devient le client de la société de portage. Mais par contre, par rapport au Pôle emploi, puisque vous pouvez aussi bénéficier de vos allocations Pôle emploi, elles vont être déduites en fonction du chiffre d'affaires que vous amenez. Non, en fonction de la rémunération qui sera versée par la société de portage. En fait, la D'accord. société de portage va avoir pour but, vous exercer votre activité. Effectivement, le client s'engage avec la société de portage, même si c'est vous, en tant qu'indépendant, qui allez réaliser la mission. Mais la société de portage, du coup, va convertir cette rémunération, ce chiffre d'affaires, pardon, que vous avez ramené, en salaire. Et à peu près tous les mois. Le but d'une société de portage, finalement, c'est de vous donner un fonctionnement de salarié. Donc, du coup, au niveau de Pôle emploi, ça va pas mal déduire, ça permettra pas réellement de capitaliser cet argent. Pour revenir, donc, du coup, sur la question de Didier, il me Maria. semble tout à l'heure, je remonte un petit peu. Quand on se lance en société, on peut donc isoler les gains de la société et la rémunération personnelle. Ça permet donc de maintenir des droits Pôle emploi, on va dire à 100% ou en tout cas en grande partie pendant un certain temps, et surtout de laisser de l'argent sur son activité, sur la société, pour pouvoir, on va dire, prévoir l'avenir, se faire une certaine trésorerie pour gérer des aléas de saisonnalité, des mois forts, des mois faibles, des fois c'est bien d'avoir un petit peu d'argent de côté, pouvoir réinvestir dans du matériel, de la communication ou différents services pour pouvoir se développer. Donc j'espère Didier que ça permet de répondre un petit peu à votre question là-dessus. Pour la question sur le fait de tester l'activité, alors on peut dans une certaine mesure tester un petit peu l'activité gratuitement au début pour se faire connaître. Attention à un moment, le risque c'est que les gens vont s'habituer à ce que vous fassiez du gratuit et le jour où vous allez passer payant, ils vont dire ah bah oui mais c'était bien parce que c'était gratuit et là payant c'est moins bien. Il faut Et pas puis, moi, je forcément pense, voilà, je hésiter à pense que, assumer son savoir-faire, ses compétences, ouais, à les vendre dès le début. Si vous oui, pensez avoir besoin de pratiquer un petit peu, pratiquer dans un cercle restreint pour vous entraîner, oui, mais n'allez pas forcément trop développer à l'extérieur auprès du grand public, sinon vous risquez de véhiculer une image d'amateur qui teste, et cette image, vous aurez peut-être du mal à vous en décrocher derrière. Là, en plus, vous parlez du métier de photographe. Beaucoup de gens aujourd'hui s'improvisent photographes, et du coup, ce côté amateur est très présent. Si vous voulez vraiment être efficace, allez-y franchement. Mettez en avant vos compétences, assumez le fait d'être une bonne photographe et vendez-vous bien directement. eh ben, je suis Vous ferez d'accord un peu avec vous, moins de c'est ce que photos, j'allais dire. mais au moins Voilà, vous aurez une bonne posture. voilà, il faut garder une image de professionnel et de valeur ajoutée, et le gratuit n'est jamais bon, malheureusement. Si dans la forme juridique et le choix du statut, je reviens sur cette histoire de franchisés. Beaucoup de franchisés se mettent en SAS. Pourquoi? Même s'ils sont seuls. Ou en SASU, pardon. Alors, l'avantage des sociétés, c'est justement cette notion de sécurité par rapport au risque de l'activité. C'est aussi intéressant pour le côté ambitieux, parce que si l'activité marche très très bien en société, on a beaucoup de perspectives pour gérer et développer tout ça, qu'on aura moins en entreprise individuelle, déjà dans un premier temps. Après, le choix entre EURL, donc SARL unipersonnel ou SASU, la SAS quand on est tout seul, c'est aussi l'impact sur le statut social dont on parlait tout à l'heure. Ah oui. Donc ça, c'est donc les cases blanches sur mon schéma. Quand on est en entreprise individuelle, quand on est en EURL, on va être assimilé au régime des travailleurs non salariés. Donc la partie sociale, c'est le fameux RSI qui faisait peur, qui est en train de disparaître. Ça veut dire qu'on va avoir un fonctionnement très libre. On prend ce qu'on veut quand on veut en rémunération et on paye des cotisations sociales de manière forfaitaire et proportionnelle au fur et à mesure du temps. Et attention, rattrapage quelques années après. L'avantage des régimes comme la SASU ou la SAS, c'est qu'on va relever du régime des assimilés salariés. Donc on va être considéré comme étant salarié auprès des différentes caisses de protection sociale, maladie, maternité, vieillesse. Attention, la caisse chômage ne s'active plus. Vous ne générez plus de nouveaux droits au chômage au travers de la caisse publique ACDIC, UNEDIC, Pôle emploi. À partir du moment où vous êtes indépendant, vous pouvez utiliser vos anciens droits, mais vous n'en générez pas de nouveaux. Le régime des assimilés salariés, c'est un certain confort, puisque du coup, vous allez relever de la CPM, comme aujourd'hui en tant que salarié.
Vous aurez les mêmes protections, la même facilité pour que ça s'active, et surtout vous avez des calculs de cotisation sociale qui sont très simples, puisqu'en assimilé salarié, vous avez un bulletin de salaire, même si vous le faites à vous-même dans votre entreprise, et donc vous payez des cotisations sociales directement, j'ai envie de dire, en proportion du salaire. Vous savez toujours ce que vous avez à payer. L'inconvénient, par contre, c'est que les cotisations sociales sont beaucoup plus chères en assimilé salarié qu'en régime de travailleur non salarié. C'est pour ça que le côté SAS ou SASU est confortable, mais on paye le confort qui va avec. Avant de passer au slide suivant, on en avait parlé lors de l'organisation et le montage de ce webinaire. Il y a un mot qui revient tout le temps, c'est profession libérale. Vous le casez où, profession libérale? Alors, profession libérale, en fait, c'est pas vraiment un statut juridique, c'est plus une famille d'indépendants. Tout comme les artisans, les commerçants, ce sont des familles d'indépendants, ce ne sont pas des statuts juridiques. Moi, je suis en profession libérale aujourd'hui, puisque j'ai envie de dire, je vends du conseil, je vends du jus de cerveau, comme m'avait dit une cliente une fois. Donc du coup, je vends pas de produits finis comme un commerçant et je vais pas aller réaliser des chantiers techniques comme un artisan. Par contre, mon statut juridique, ça pourrait très bien être micro-entrepreneur, entreprise individuelle, EURL, SASU, peu importe. Il faut vraiment se dire qu'on parle de famille, de type d'activité, quand on dit artisan, commerçant et profession libérale, et on ne parle pas de statut juridique. Beaucoup de gens confondent, mais ce sont deux choses totalement différentes. Alors, on va passer au slide suivant. Avant, il y avait une question, juste tout à l'heure, on a parlé d'organisation, du rôle de chacun, et il y a une personne qui pose la question, est-ce qu'il faut un contrat? Est-ce que tout ça doit être rédigé dans le cadre d'un contrat pour, avant de signer un accord et un choix juridique? Alors, je n'ai pas vu cette question, je l'ai ratée. Ok. Est-il possible de travailler à plusieurs sans avoir un statut juridique qui nous lie? Alors, dans ce cas, on va plutôt parler de partenariat. Mais attention, si on parle de plusieurs associés qui sont sur le terrain à vendre le même produit avec la même image, mais qu'il n'y en a qu'un seul qui détient la société, c'est-à-dire que les autres travaillent sans statut juridique. Et ça, l'État n'aime pas beaucoup. Maintenant, si c'est des personnes qui ont également leur activité à elles, et qu'à un moment vous intervenez en commun sur des missions, sur des chantiers ou autres, ça va s'appeler du partenariat. Contrat, pas contrat, peu importe, c'est très libre. Moi, dans mes accompagnements, je vais régulièrement orienter mes porteurs de projets vers d'autres professionnels de la communication, de l'assurance ou autre. Je leur conseille d'aller voir un pro qui travaille bien, de manière à ce qu'ils puissent mieux préparer leur projet. Derrière, j'ai pas de contrat avec ces structures-là, elles ont leur activité, moi j'ai la mienne. Ça, c'est une notion de partenariat. Au niveau de la partie risque, c'est relativement limité. S'il n'y a pas de contrat, il faut juste que les autres travaillent bien également et que vos clients ne soient pas déçus de vous parce que vous avez apporté un mauvais conseil, un mauvais prestataire, par exemple. Vous avez dit, parce qu'il faut qu'on avance, vous avez dit, là je reprends une question quand même, il y a une question sur est-ce qu'on peut avoir un statut SARL associé unique? Ça s'appelle, alors, ça s'appelle l'EURL en fait. Voilà, Les okay, anciens, on va dire, parlent encore de SARL unipersonnel, ou aujourd'hui on appelle plutôt ça l'EURL, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. C'est exactement la même base juridique que la SARL, mais on est tout seul dedans. Donc oui, ça existe, la SARL est associée unique, mais ça a un nom spécial maintenant. Alors, pour faire tout ça, c'est bien beau. Vous avez dit qu'on ne peut pas aller sur Internet, donc il faut être accompagné. Quel type, on va voir le type d'accompagnement qui est possible. On a fait 3 catégories. Donc, je pense que vous faites partie de la première catégorie. C'est plutôt ça, effectivement. On va avoir des professionnels, on va dire spécialisés, experts. Donc, on va avoir les experts comptables qui sont beaucoup sur le côté fiscalité, sociale, etc. On a les conseillers en franchise. Bon, Corinne, je vous laisserai en parler. Vous connaissez ça mieux que moi. Oui. Il y a tout ce qui est consultant, création, reprise d'entreprise. Donc, moi, j'en fais partie, effectivement, où là, notre but, ça va être de pouvoir vraiment intervenir sur la gestion du projet de manière globale, en règle générale, vous permettre d'avancer de A à Z sur votre projet, offre, positionnement, étude de marché, business plan, tout ce qu'il faut. Et puis, on a également les avocats qui vont pouvoir intervenir à un moment, notamment dans des cadres où il faut mettre en place des partenariats, du coup, sous contrat avec d'autres entreprises, rédiger des conditions générales de vente pour vous protéger au niveau des clients, régir un peu les fonctionnements des différents associés si ça devient compliqué. Les avocats vont pouvoir intervenir pas mal à ce moment-là. Pour tout ce qui est question sur le côté social, les organismes de santé, les mutuelles, le RSI, maintenant SSI, Sécurité sociale des indépendants, l'URSSAF, vont pouvoir vous apporter énormément de réponses de ce côté-là. Donc, il ne faut pas hésiter à les solliciter en amont.
quitte à aller les voir en leur disant clairement, voilà, je veux me lancer, j'ai cette maladie, je crains éventuellement de ci, j'aimerais avoir tel confort, comment ça marche? Et là, ils pourront vous expliquer vraiment tout le fonctionnement social, donc en ce qui concerne votre personne et votre protection, en fonction des différents statuts. Enfin, on va trouver des structures associatives ou publiques qui vont pouvoir vous donner des premiers conseils, qui vont pouvoir vous aider un petit peu parfois à guider assez facilement, souvent gratuitement. Les chambres consulaires, chambres du commerce, de l'industrie, chambres de métiers et de l'artisanat pour ceux qui sont concernés, Pôle emploi éventuellement dans certains cas, les missions économiques, les réseaux comme Femmes de Bretagne ou Entreprendre au féminin qui sont très présents chez nous et qui travaillent très bien. Le réseau Entreprendre en Bretagne qui intervient aussi sur les entreprises d'une certaine ampleur. Le réseau Bouge ta boîte qui peut accompagner également. Alors, moi j'ai une question, c'est que là on a différentes catégories de professionnels. On ne va pas voir tout le monde en même temps. Je pense qu'il y a un ordre. Oui, en fait, on a des structures qui vont permettre de dégrossir un petit peu, donc plutôt les chambres consulaires et les associations d'accompagnement qui vont avoir des temps limités et qui vont permettre de dégrossir un petit peu, de dédramatiser certains aspects. Les organismes de santé qui vont intervenir peut-être juste après ou en parallèle pour se rassurer rapidement sur oui, mais qu'est-ce que je deviens moi si j'ai un problème, qui fait partie des doutes à avoir également au démarrage. Et une fois, on va dire qu'on a eu les premiers pas, qu'on commence à avoir une vision un petit peu générale pour vraiment affiner et faire un projet, on va dire, le plus abouti possible, on va peut-être plutôt aller voir les professionnels vraiment experts sur les différents domaines à ce moment-là pour aller jusqu'au fond des choses. Faire dans le sens inverse, c'est risquer de passer du temps avec des professionnels très pointus sans avoir pris les bases. Ça va parfois être un petit peu déroutant. On a, Steven, 3 questions, je vous laisse les lire. Ouais. J'ai aperçu effectivement, euh, pour celle sur le partenariat entre deux chefs d'entreprise en micro avec chacun son activité. Alors c'est très compliqué qu'un seul facture en micro pour reverser à l'autre, puisque du coup, il y en a un qui va être taxé sur tout le chiffre d'affaires, donc ça risque de coûter. Donc il vaut mieux soit faire des calculs, soit chacun fait sa facture. Pour pouvoir se partager légalement les bénéfices, le fait d'avoir chacun sa facture va être beaucoup plus simple, puisque du coup, chacun va faire sa partie. Vous vous mettez d'accord éventuellement avant sur les différents montants, mais ensuite, chacun a sa partie, sa facturation, ses impôts, ses cotisations à payer. Ça va être plus facile. Pour la question sur la partie d'assurance, alors, il vaut mieux, pour le côté assurance, toujours assurer son activité. Vous pouvez, même si vous dites mon activité n'est pas risquée, je peux pas me tromper, ça peut être des événements extérieurs aussi, ça peut être des clients compliqués à un moment qui vont venir vous mettre en danger. Ne pas assurer son activité, c'est un petit peu risqué. Aujourd'hui, les assurances professionnelles, ce qu'on appelle la responsabilité civile professionnelle, la RC Pro, sont plutôt accessibles financièrement. Pour le côté maladie, donc pour la partie sociale, là, on va revenir sur le côté mutuelle et prévoyance. Effectivement, quand on est salarié aujourd'hui, on a une mutuelle, on a la plupart du temps une prévoyance fournie par l'entreprise, donc on se pose pas trop de questions, c'est plutôt confortable. Demain, en tant qu'indépendant, c'est à vous de gérer ça. Allez voir votre assureur ou allez en voir un autre, en tout cas, qu'on vous a conseillé, que vous avez trouvé par vous-même, qui va pouvoir vous renseigner sur ce que vous avez et ce que vous n'avez pas en cas de difficulté, notamment la notion d'indemnité journalière, donc pour répondre un petit peu à la question en cas de maladie et d'impossibilité de travailler. Vous pouvez cotiser sur une assurance et le jour où vous ne pouvez pas travailler, vous avez des indemnités qui se déclenchent pour venir pallier un petit peu à ça. Alors, moi, je vais rajouter dans se faire accompagner, si vous voulez aller en franchise, au-delà de choisir son enseigne, qui est ma mission, et vous aider à vous faire découvrir des métiers en franchise, un franchiseur se doit, quand vous avez choisi votre enseigne, à vous aider en amont sur différents points, dont évidemment l'aspect juridique, l'aspect social. Ils travaillent avec des mutuelles, ils travaillent avec des banques, ils ont des experts comptables. Vous n'êtes pas obligé de le prendre, mais vous aurez aussi, avec le franchiseur, quelques conseils par la cellule, ce qu'on appelle la tête de réseau. Voilà, petit détail. Non, c'est bien. Il y a une dernière question sur laquelle je voulais intervenir rapidement là, sur l'accompagnement proposé par Pôle Emploi. Aujourd'hui, très souvent, moi j'entends que les gens me disent ouais mais mon conseiller Pôle Emploi m'a dit autre chose, etc., etc. Quand on va voir les textes de Pôle Emploi, parfois on a des discours différents entre les textes officiels et ce que disent les conseillers Pôle Emploi. À leur décharge, ils ont très peu de formation, très peu de temps à consacrer à la création d'entreprise euh, et plus forcément parfois l'énergie pour se former sur tout ça, il faut bien le dire aussi. Ils voient passer 10, 15, 20 personnes en détresse toute la journée. Quand il y a un créateur d'entreprise, des fois ils sont un petit peu
comment dire, lâcher. Donc, vous inquiétez pas si votre conseiller Pôle emploi n'a pas l'air d'être trop sensible à votre projet comme vous l'écrivez. C'est malheureusement un constat qui revient très souvent. C'est dû au fait qu'aujourd'hui, le fonctionnement général de Pôle emploi ne permet pas aux conseillers de se former, de prendre du temps pour accompagner là-dessus. Je sais qu'ici, sur le territoire sur lequel j'interviens, donc Bretagne, principalement Morbihan, sinon toute la Bretagne, la plupart des prestations d'accompagnement de Pôle emploi sont déléguées à des structures extérieures qui répondent à des appels d'offres, qui font des formats automatiques. Et c'est la seule offre réellement de Pôle emploi par ici. C'est ce Pour finir fonctionnement-là, malheureusement, quoi. Pour finir sur ce slide, combien coûte voilà, en trésorerie, combien on doit mettre dans un expert comptable? À peu près une moyenne dans un conseil de création, voilà. Ça va vraiment dépendre des projets, de l'ambition qu'il y a derrière. Un expert comptable ou un avocat pour le côté création de la société, quand on a des statuts à rédiger, c'est un petit peu lourd. On va parler d'un budget entre 850, on va dire, et 1500 euros d'honoraires. Ça varie forcément entre l'expert comptable et l'avocat qui n'ont pas les mêmes bases de calcul. Et également en fonction du statut de l'entreprise qu'on choisit. Si vous démarrez en entreprise individuelle, beaucoup d'experts comptables ne facturent pas ou vont facturer 200 ou 300 euros par exemple. Si vous démarrez en micro-entreprise, vous faites vous-même les démarches, c'est totalement gratuit. Pour le côté accompagnement à la création d'entreprise, ça va dépendre des acteurs. Moi, je vais pouvoir parler pour moi en fonction des différents projets, à la louche, entre 500 et 2000 euros l'accompagnement du début jusqu'au lancement de l'activité. Maintenant, ça dépend des acteurs. J'ai certains collaborateurs à différents endroits de la France, d'autres indépendants qui ont peut-être facturé entre 4 et 8 000 euros, là où d'autres vont peut-être vous faire l'accompagnement pour 100 euros. Ça appartient à chacun. Regardez les structures que vous avez autour de chez vous, allez les rencontrer. C'est un budget, c'est un investissement, mais derrière, ça vous permet des fois d'éviter des bêtises qui vous coûteront beaucoup plus cher ou d'avancer plus vite et donc de gagner du temps, de vendre plus rapidement vos produits ou d'éviter de perdre des mois de Pôle emploi pour ceux qui sont concernés. Alors, vous avez raison, je vois les questions des personnes échangent entre elles. Oui, j'ai oublié d'indiquer qu'il y a aussi la BGE, qui est partout en France et qui est aussi dans le Morbihan et qui accompagne les porteurs de projets dans leur démarche entrepreneuriale. Alors, il faut savoir qu'ils ont signé un pacte, je crois aussi, avec le Pôle emploi pour Active Créa, donc ils travaillent aussi de concert. Voilà, comme disait Steven, il y a les privés et les publics, il faut se matcher entre les deux. Voire, à mon avis, doubler les informations pour voir si on est dans le bon chemin. En tout cas, moi, c'est ce que je ferais. Voilà, sur l'accompagnement. Question que je ne vous ai pas posée tout à l'heure. Est-ce que ça coûte cher de s'immatriculer, tout simplement? Alors, s'immatriculer, j'ai répondu finalement avant la question, un petit peu rapidement. Micro-entreprise, c'est gratuit. Vous faites vous-même les démarches en ligne sur Internet. Ou au pire, par courrier pour ceux qui préféreraient. Donc, c'est le coût d'un timbre, un gros timbre, mais il y a plusieurs papiers, mais ça va vite. L'entreprise individuelle, voilà, il faut compter un budget, allez, pourquoi pas de 200 euros, mais il n'y a vraiment pas grand-chose. Dès qu'on passe en société, il y a un coût qui est vraiment plus important, surtout si vous faites vous-même, si vous faites faire, justement, les statuts juridiques par des professionnels. Ce que je vous conseille, faire soi-même les statuts juridiques pour régir une société quand on ne connaît pas, c'est un coup à faire des boulettes et du coup avoir des surcoûts ou des problématiques une fois lancé. Là, le coût pour une société, on va être entre 900 euros d'honoraires et 200 ou 300 euros de frais d'État, les frais administratifs de l'État, et jusqu'à 1500 euros d'honoraires, plus les mêmes débours. Voilà, il faut compter sur un lancement d'entreprise entre 1000 ou 2000 euros. De société. Alors, on arrive bientôt à la fin de cette webconférence. Alors, il y a des erreurs à éviter, bien entendu, vous l'avez dit, aller trop vite. Il faut bien réfléchir si on est seul, si on est associé, si on a une famille, ne pas respecter la réglementation, ne pas penser à l'avenir et pas avoir préparé son business plan. Qu'est-ce que vous en pensez? Puis, vous venez de le dire à l'instant, ne vouloir faire tout seul. Exactement, je vous laisse conclure là-dessus. Ouais, la problématique quand on va lancer un projet, c'est qu'on a donc la sensation évidemment de tout avoir en tête, ce qui est assez vrai, mais c'est le problème toujours du regard extérieur finalement qui va venir permettre de compléter. Quel que soit le professionnel de la création d'entreprise que vous pouvez rencontrer, il a vu passer un certain nombre d'entreprises. Normalement, il a de l'habitude, il a des réflexes, il a du réseau qui vont pouvoir vous permettre d'avoir beaucoup plus de réponses, d'ouvrir des portes, d'avancer parfois plus vite finalement, parce que des fois, vous n'allez pas savoir par où commencer ou à quelle porte aller frapper pour vous développer. Le fait d'être accompagné, ça va vous permettre d'être vraiment plus efficace sur tous ces aspects-là. Le fait de ne pas respecter la réglementation, c'est un coup à ce que vous soyez rattrapé à un moment ou à un autre. Du coup, ça veut dire remettre les mains dedans, réfléchir à son projet,
Alors éventuellement payer des amendes aussi, si vous respectez vraiment pas la réglementation, mais sinon devoir payer des surcoûts plus tard pour vous remettre, entre guillemets, dans le droit chemin. Et l'avenir et se projeter, bah, ça va dépendre de l'ambition du projet. Et c'est vraiment dommage quand on se lance en indépendant d'avoir une vision qu'à court terme sur 3 ou 6 mois, alors que potentiellement, une fois que vous aurez mis un pied dedans, vous voudrez peut-être plus en sortir. Autant se perdre 2 mois de plus, par exemple, et se dire directement où est-ce que je vais, comment ça va se passer, qu'est-ce que je veux vraiment pour ma vie future pour les 10 prochaines années, quoi. Alors, on va bientôt finir cette conférence. Moi, je voulais vous informer pour les personnes qui sont dans le Morbihan ou les Parisiens qui se sont inscrits, qui veulent aller en Bretagne, dans un projet professionnel. J'organise une manifestation, plutôt une demi-journée d'information, d'échange avec des franchisés, des franchiseurs et des conseils dont la BGE sera présente le jeudi 3 octobre à Lorient. À la Cité des Métiers. C'est gratuit, mais il faut se préinscrire. Vous avez en bas le site internet reconversionenfranchise.com. Je serais ravie d'être présente, d'échanger avec vous. Peut-être que Steven viendra aussi. En tout cas, merci. Est-ce que vous avez, avant de finir, on a un peu dépassé le temps, d'autres questions? Et comme je vous le disais, le dossier vous sera remis et un replay est prévu. Je regarde vos questions. Alors, j'en vois 2 ou 3 là, effectivement, où je vais pouvoir répondre très rapidement, si vous me permettez. Le stage de préparation à l'installation n'est plus obligatoire maintenant, depuis quelques mois. Ça peut être intéressant de le faire dans certains cas, mais en tout cas, aujourd'hui, en majorité, il n'est plus obligatoire. Un statut juridique pour se lancer en tant qu'agent immobilier indépendant, ça va dépendre de l'ampleur, du nombre de biens que vous voulez avoir. Je déconseille très clairement le côté micro-entrepreneur, puisque très rapidement, on peut se retrouver embêté et qu'il y a la notion de partenariat avec d'autres mandataires ou de certains réseaux immobiliers. Le statut micro-entrepreneur va pouvoir présenter quelques freins. Pour les services juridiques, comme pour les assurances, pour pas passer par des experts comptables et avocats trop chers, sur Internet, vous trouverez toujours quelqu'un qui fera moins cher, comme on dit. Maintenant, attention, si la personne, vous la payez que 200 € pour qu'elle fasse tout le travail, là où quelqu'un d'autre a besoin de 900 €, il faut peut-être se poser la question pourquoi il y a une grosse différence de tarif. Pour les gens qui habitent dans le 44, le 44 c'est en Bretagne, donc je vois pas le problème. Alors, est-ce que vous parlez de 44 par rapport on n'a pas très bien compris. Est-ce que c'est par rapport au statut ou c'est par rapport à cette journée rencontre? Si vous êtes toujours là. Ouais, je pense que c'était pour la petite question du côté breton, effectivement. Je ne sais pas si celui qui a posé la question est toujours là. On va voir s'il peut nous préciser. Voilà. En tout cas, moi, vous êtes le bienvenu. Toutes les personnes qui veulent entreprendre et découvrir la franchise. Je préciserai à cette journée que la Banque Populaire sera présente pour expliquer comment elle agit. Et on aura aussi des experts de BPI France qui vont parler des garanties. Les garanties sont des aides financières pour assurer un emprunt auprès d'une banque. Alors, la question par rapport à la journée, eh ben, vous êtes la bienvenue. Inscrivez-vous en ligne. Vous découvrez donc de façon pratico-pratique, comme on le fait là, les métiers en franchise et les marques Midas, Action Sport, spécialisées dans le coaching sportif, AXA dans l'assurance, Temporis dans le travail temporaire et la Pizza Nico dans la pizzeria. 55 que j'ai choisis qui illustreront cette thématique pour présenter les grands principes de la franchise et leur enseigne. Et surtout, ils seront accompagnés de franchisés témoins qui raconteront leur parcours, leur reconversion et comment ils ont fait justement au niveau financier et statut. Est-ce que vous avez d'autres questions? Autrement, on a bouclé. Steven, est-ce que vous avez autre chose à rajouter? On vous retrouve, vous êtes donc situé à Vannes, c'est ça? C'est exactement ça. Moi, j'ai un bureau autour de Vannes. J'en ai un autre également autour de Lorient. Donc, c'est principalement là où je vais pouvoir recevoir mes clients. Après, c'est vrai que ça m'arrive d'intervenir pour des clients qui sont beaucoup plus loin. J'ai une cliente à Paris actuellement. J'en ai eu au fin fond du Finistère. Vive voilà. Internet alors. C'est plutôt pratique, effectivement. J'ai même une cliente actuellement qui est aux États-Unis en voyage. Donc, c'est vrai qu'on continue à travailler sur son projet avec des horaires un petit peu décalés. Mais voilà, moi, je suis assez souple. Il y a une petite question pour les assurances et les services juridiques qui peuvent aider à monter les statuts. Franchement, je n'aurais pas imaginé. Je pense pas trop que ça relève de leurs compétences, de leur spécialisation. Là, comme ça, je pense que c'est pas leur cas. Pour répondre rapidement à tout ça. Pour répondre à la question, oui, c'est Marie qui sera présente avec le franchiseur de Temporis. Très belle personne. En tout cas, pour votre info, il y a eu un article dans Ouest France sur elle aujourd'hui. Voilà, elle va raconter son histoire. Moi, en tout cas, je vous dis merci. Merci à Steven. Merci de toutes vos questions. Merci. N'hésitez pas à nous contacter. Je vous donne après nos coordonnées. Hop, ils apparaissent ici.
Donc, corinnejiquel.reconversionenfranchise.com et s.gravouille@stgconsultant.fr. On sera ravis et puis surtout, allez-y, quoi. Osez, voilà. Voilà. Si certains ont des questions, évidemment, n'hésitez pas à me contacter, à m'envoyer un mail. Si je peux y répondre, je le ferai avec plaisir. Merci à vous, à bientôt. Merci, au revoir. Merci Corinne. Au Merci, au revoir. revoir.